Avec nous, James André. Bonjour, James. Bonjour. On vient d'écouter le sujet de Nicolas Chamontin. Sur ces négociations, officiellement, personne ne parle d'échec. Elles ne sont même pas suspendues. Le mot n'a pas été utilisé. Toujours est-il que ces négociations n'ont pas abouti. En tout cas, elles ne sont pas conformes aux espérances. Qu'est-ce qui a bloqué cette fois-ci? Alors, qu'est-ce qui a bloqué cette fois-ci? Alors, officiellement, c'est donc cette proposition qui était sur la table, que le Hamas a acceptée en début de semaine. On s'en souvient, ce qui a d'ailleurs donné lieu à des scènes de liesse dans les rues de Gaza et qui a ensuite été refusée par les Israéliens. Alors, en gros, la raison de ce refus, on a un peu les détails. Le Hamas avait proposé dans une sorte de contre-proposition qui a donc été refusée par Israël, un plan en 3 phases de 42 jours chacune, qui aurait vu donc la libération d'otages détenus par le Hamas. Sur une première phase de 42 jours, on parle de 33 otages qui auraient été libérés, principalement des hommes âgés, fatigués ou malades, qui auraient été rendus en échange d'un nombre non complètement spécifié de prisonniers, ce qui aurait donné lieu en cas de réussite à une deuxième phase de 42 jours. Et puis, au terme d'une troisième phase de 42 jours, eh bien, le Hamas aurait souhaité que ce soit la fin des combats et qu'il y ait donc un cessez-le-feu permanent. Israël a donc refusé ces propositions parce que le Hamas exigeait d'abord qu'une partie des prisonniers soit libérée avant que les otages ne le soient et qu'il n'y ait pas de veto israélien sur la liste des prisonniers libérés. Ça, c'était donc inacceptable pour les Israéliens. Mais soyons clairs et nets. À un moment donné, l'objectif finalement de toutes ces négociations, finalement, eh bien, c'est de mettre, alors comme le disait James Baker en 1991, qui avait déjà mené des négociations entre Israéliens et Palestiniens, le chat mort devant la porte de l'autre, c'est-à-dire montrer au monde finalement que c'est pour le Hamas Israël qui a refusé, pour Israël le Hamas qui a refusé, de manière à ce que la responsabilité de l'échec des négociations soit dans l'autre camp. Au fond, ce qui se joue, c'est quoi? Israël ne souhaite pas un cessez-le-feu complet jusqu'avant la destruction du Hamas. Le Hamas veut un cessez-le-feu permanent. Et donc, évidemment, ces deux positions-là sont irréconciliables, d'autant que Israël a d'ores et déjà annoncé qu'il voulait une destruction complète du Hamas. Et Benyamin Netanyahou a été très clair sur le fait qu'il rentrerait dans Rafah avec ou sans un accord, ce qui évidemment, de facto, fait que les négociations sont caduques. Donc on en est là, finalement, avec des Américains, eux, qui commencent à en avoir un peu assez. Les Américains, justement, on en a parlé. Il y a ce qu'on a entendu de Joe Biden sur la cessation de livraison de certaines armes à Israël en cas d'offensive majeure sur Rafah. Il y a ce qu'a dit le Premier ministre Netanyahou, qu'on a passé tout à l'heure. Entre les États-Unis et Israël, de quoi est-il question aujourd'hui? D'une brouille, d'une fâcherie? Jusqu'où ça peut aller? Très clairement, l'administration Biden commence à en avoir assez des fins de non-recevoir opposées par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le fait savoir de manière forte et claire. C'est-à-dire que là, il y a une livraison d'armes offensives, donc des bombes en l'occurrence de 2000 livres, et puis des systèmes de guidage également pour transformer des bombes traditionnelle en bombe guidée, qui a donc été stoppée par la Maison-Blanche et par Joe Biden, qui a dit clairement à l'antenne de CNN, écoutez, des armes américaines ont été utilisées contre des civils et c'est mal. Alors, aujourd'hui, Anthony Blinken doit remettre un rapport au Congrès, le rapport Blinken en l'occurrence, il est appelé, et dans lequel il est, selon certaines sources, le rapport n'a pas été remis, mais très critique de ce qu'a fait Israël avec les armes américaines, mais ne va pas jusqu'à dire que les règles ont été violées par les Israéliens dans l'utilisation de ces armes. Quoi qu'il en soit, c'est un message très clair. C'était déjà arrivé en 1982, à l'époque c'était la guerre du Liban, invasion israélienne du Liban, et à l'époque c'était l'administration Reagan qui avait été plus loin, avait interdit la vente à Israël de bombes à fragmentation. Donc on est, on va dire, sur un message très clair de ras-le-bol, mais une autre grande question, cet après-midi, l'Assemblée générale de l'ONU va voter sur une proposition de prendre l'État palestinien, que l'État palestinien rejoigne l'organisation officiellement. Eh bien, on peut s'attendre à ce qu'une fois de plus, les Américains utilisent leur veto dans l'étape suivante au Conseil de sécurité. S'ils venaient à ne pas le faire, alors là, ce serait vraiment un message très très fort. Les États-Unis qui n'en restent pas moins très attentifs à ce que pensent, que disent les opinions publiques internationales de plus en plus critiques, très remontées contre Israël. Alors effectivement, on voit quand même des voix qui s'élèvent à l'heure où alors l'administration américaine, concrètement, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ne comprennent plus finalement les buts de guerre des Israéliens. Ils ne voient pas comment ils peuvent protéger les civils à Rafah. Et le monde entier en pense un peu la même chose, le monde entier, en tout cas une partie de l'opinion publique, de plus en plus large. Et on le voit aujourd'hui avec cette manifestation de 12 000 personnes à Malmö,
en Suède, alors que l'Eurovision doit se tenir ce soir. Des gens qui demandent effectivement à ce que la participation d'Israël soit suspendue, alors même où Benjamin Netanyahou a salué ce qui, selon lui, est déjà une victoire pour Israël, le fait d'être en finale de l'Eurovision. Et puis, cette semaine, il y a quand même eu, on l'a vu, des manifestations un petit peu partout dans le monde, notamment ici en France à Sciences Politiques, mais également aux États-Unis dans de nombreuses universités. Et Trinity College, en Irlande, qui est donc à Dublin, eh bien, la direction a donc accédé aux demandes des étudiants. C'est un peu une première qu'une université majeure, c'est une université majeure en Irlande, ait décidé effectivement de couper ses relations académiques avec un certain nombre d'universités, d'entreprises israéliennes à la demande des étudiants qui ont donc levé leur campement. Mais en tout cas, tout cela montre qu'il y a effectivement des opinions publiques qui sont de plus en plus échaudées, de plus en plus divisées et effectivement pour certaines remontées contre Israël. Merci beaucoup, James André, pour votre décryptage. Un mot de l'art.